VO2 max et VMA, arrêtons la confusion. VO2 max est considéré comme l'un des facteurs les plus importants dans les sports endurance. Il correspond à la consommation maximale d'oxygène que notre organisme peut atteindre lors d'un exercice physique au niveau de la mer. On a ensuite essayé de lui associer une vitesse. On parle de vitesse maximale aérobie VMA ou de vitesse à VO2 max. Cependant, ces deux mesures sont bien différentes. Si VO2 max demeure un facteur de VMA, il faudra prendre en compte d'autres paramètres. Dans cette vidéo, nous allons tâcher de bien définir ces deux paramètres et de voir leur impact respectif sur la performance en course à pied. Commençons cette vidéo par quelques définitions et points historiques. En 1923, Hill et Lupton sont les premiers à mesurer la VO2 directement lors d'un exercice et à définir le terme VO2 max. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué que lorsqu'on faisait un exercice en augmentant de manière linéaire l'intensité, eh bien la VO2 suivait également de manière linéaire. Cependant, à partir d'une certaine intensité, une certaine vitesse, on arrivait à un plateau de VO2, ils ont donc nommé ce terme VO2 max. Près de 50 ans plus tard, on a voulu associer à cette VO2 max une allure, une vitesse, notamment pour des raisons d'entraînement et l'explosion culturelle de la course à pied à cette époque. Donc VO2 max, c'est défini comme le prélèvement maximal d'oxygène que peut atteindre notre organisme lors d'un exercice physique. Dans les sports endurance, elle est souvent étudiée en millilitres par minute par kilogramme de masse corporelle, donc c'est une consommation de millilitres à chaque minute. Pour déterminer cette VO2 max, il y a plusieurs facteurs. Souvent, on fait un test incrémentiel en laboratoire avec un masque de VO2 pour donc mesurer nos échanges gazeux. On va parler d'atteinte de VO2 max lorsqu'on aura atteint un plateau de VO2 malgré une augmentation de vitesse supplémentaire. C'est-à-dire qu'on aura une augmentation de moins de 2,1 ml par minute de kilogrammes de masse corporelle. Il y a également d'autres facteurs comme l'atteinte de plus de 90% de la fréquence cardiaque maximale selon son âge, l'atteinte d'une lactatémie de plus de 8 mmol, et un quotient respiratoire supérieur à 1,1. Petite précision, on remarque souvent qu'il n'y a pas d'atteinte de plateau de VO2, on parle alors de VO2 pic et plus de VO2 max. Pour la vitesse maximale aérobie, on va parler de VMA pour le reste de la vidéo. Et bien la même chose, on va faire des tests incrémentiels souvent en laboratoire et on va déterminer la VMA comme la plus petite vitesse qui permet l'atteinte de VO2 max. Il y a différentes méthodologies, mais c'est celle-là qui est utilisée le plus régulièrement. Ensuite, on s'est intéressé à développer des tests sur le terrain pour pouvoir le faire hors des laboratoires et rendre cette mesure accessible au plus grand nombre. Il y a deux tests qui sont les plus populaires. Nous avons bien sûr le test Cooper qui était transformé en demi-Cooper, donc un test de 12 minutes ou de 6 minutes. Ça, c'est un test continu. Ensuite, il a été mis en place notamment par Léger-Boucher, un test dit triangulaire où on augmente de manière progressive l'intensité de l'exercice. Un exercice en continu, il n'y a pas de pause sur leur test. Donc dans leur test, qui s'appelle le test de l'Université de Montréal, on va augmenter toutes les 2 minutes la vitesse d'1 km/h jusqu'à temps que le sujet ne arrive à épuisement et on considère qu'il a donc atteint sa vitesse maximale aérobie. Cependant, dans l'équation, on avait oublié un troisième facteur déterminant pour pouvoir mesurer VMA à partir de VO2 max. Ce troisième facteur, c'était le coût énergétique. En effet, on remarque qu'un coût énergétique peut vraiment varier d'un sujet à l'autre, même pour des VO2 max similaires. Ce coût énergétique, il correspond à l'énergie dont notre organisme a besoin pour se déplacer, l'énergie consommée par notre organisme pour répondre à cette activité musculaire nécessaire au déplacement. Dans les laboratoires, pour simplifier la mesure, on mesure le coût énergétique via la VO2, via la consommation d'oxygène. Et on l'interprète, notre coût énergétique, via cette VO2. Pour pouvoir le faire, il faut être dans un état qu'on dit stable au niveau de VO2, c'est-à-dire une VO2 qui est stable dans sa mesure pour une intensité donnée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas varier. Si on a un effort trop important, souvent au-dessus du second seuil, eh bien nous n'aurons plus de phase constante de VO2, elle ne fera que croître jusqu'à VO2 max. Donc on parle ainsi d'économie de course qui correspond à une mesure de VO2 à une vitesse sous-maximale pour une VO2 stable. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu problématique, c'est qu'on ne peut pas venir directement mesurer la VO2 à des intensités spécifiques au demi-fond, car la VO2 n'est plus stable et le système aérobie est dépassé et il ne peut plus vraiment représenter l'ensemble de la dépense énergétique pour pouvoir subvenir à l'activité musculaire. Maintenant qu'on a défini nos trois termes, penchons-nous sur leur impact respectif dans la performance en course à pied. Eh bien, les études montrent que VO2 max, bien sûr, est un facteur important de la performance en endurance, que dans une population générale, la personne qui a une plus grosse VO2 max sera plus performant en course à pied, que ce soit du 5 km au marathon. Cependant, plus on monte en niveau,
Plus on arrive dans des groupes de niveaux homogènes et notamment sur des sujets bien entraînés, eh bien on voit que la VO2 max n'est plus corrélée à la performance. Cependant, VMA l'est toujours. Pourquoi ? Eh bien parce que VMA, je vous rappelle, rassemble deux facteurs, le coût énergétique et le VO2 max. Et ainsi, on voit que les VO2 max se rapprochent et on voit que le coût énergétique, lui, peut toujours varier de manière importante. On parle de plus de 30% de variation de coût énergétique pour une VO2 max similaire, ce qui explique les différences de vitesse maximale aérobie. Il y a notamment Gelta dans son papier qui nous parle d'un seuil minimum de VO2 max à atteindre, au-dessus duquel avoir une plus grosse VO2 max ne serait pas nécessairement significatif pour améliorer sa performance. On parle de 71 à 72 ml par minute par kilogramme de masse corporelle de VO2 max, qui pourrait être un seuil intéressant à aller chercher pour les hommes. Chez les femmes, on sera légèrement inférieur à 65 ml par minute par kilogramme. Pour appuyer cela, on voit que sur différentes distances, eh bien, il y a une faible ou pas de corrélation entre VO2 max, coût énergétique et performance, mais lorsqu'on associe les deux pour obtenir notre VMA, eh bien, il y a une forte corrélation avec la performance. Cela, c'est présent sur 1500 mètres, sur 5000 mètres, sur 10 000 mètres et même sur marathon. Que ce soit dans différents pays comme la France, l'Espagne, le Japon, le Kenya, les États-Unis, il y a vraiment pas mal de papiers qui nous montrent ces corrélations et ces incidences sur la performance. Et donc pour résumer, on voit qu'on s'intéresse à des athlètes entraînés, la vitesse qui est atteinte à VO2 max eh bien, sera discriminante dans le niveau de performance, mais le VO2 max plus tellement, et le coût énergétique pourrait bien faire la différence sur des VO2 max similaires. Ensuite, un autre point qui est très intéressant, c'est l'évolution de performance dans le temps et l'évolution des variables comme le VO2 max et le coût énergétique. Et là, même chose, même s'il y a moins de papier, car les études longitudinales sont plus compliquées et demandent plus de temps et d'investissement à faire, on a quand même plusieurs papiers intéressants, notamment celui très connu de Andrew Jones sur la marathonienne Paula Radcliffe, qui était jusqu'à récemment la détentrice du record du monde sur marathon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'entre 1992 et 2003, là où il était à son pic de forme en 2003, eh bien son VO2 max n'a pas tant évolué, il n'a pas tant varié. Cependant, sa vitesse maximale aérobie, elle, n'a fait que d'augmenter et est bien corrélée à son niveau d'augmentation de performance sur marathon. Également, son coût énergétique pour une vitesse donnée n'a cessé de baisser, c'est-à-dire qu'il consommait moins d'oxygène pour une intensité donnée, donc était donc plus économe, ce qui lui a permis de pouvoir accélérer toutes ses allures, que ce soit du 5 km au marathon. Là, vous allez me dire, ok, c'est du marathon, c'est normal que le VO2 max soit moins corrélé. Oui, mais là, on a encore une autre étude, faite cette fois-ci pas sur une étude de cas, mais sur un groupe d'entraînement, sur des athlètes spécialistes du 3000 mètres d'un certain niveau, puisqu'ils couraient le 3000 mètres autour de 20 km/h. Eh bien, ils ont mesuré 3 fois par an, pendant 2 ans, le VO2 max, la vitesse maximale aérobie, et on voit que VO2 max n'était pas corrélé à l'évolution de la performance, tandis que vu la vitesse maximale aérobie l'était. Même s'il y a fait des faibles variations de performance pendant ces 2 années, on voit que c'est quand même intéressant de voir ces résultats. Le petit bémol que je pourrais apporter à la mesure de l'économie de course, mais qui est impossible à faire autrement via la VO2, c'est qu'elle est faite à des intensités sous-maximales, comme je vous l'ai dit précédemment, où il y a un état stable de VO2. Donc elle est généralement mesurée à 16 km/h chez des hommes, 16 km/h qui est donc assez loin des allures spécifiques en demi-fond sur 1500 mètres, sur 3000 mètres, qui atteignent 22-24 km/h. Donc là, au niveau mécanique, on est assez loin. Et là, sur ce sujet, il y a donc une étude intéressante qui a été faite dans les années 90 par Jack Daniels, l'entraîneur américain, qui entraînait à l'époque plusieurs membres de l'équipe olympique américaine en demi-fond et fond. Et ce qui nous montre, c'est très intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de la courbe de VO2 qui est vraiment différente selon la spécificité de l'effort qu'on fait. On voit que les marathoniens seront plus économes à des vitesses inférieures à l'allure marathon, mais on voit que plus l'intensité augmente, et bien plus les coureurs de 1500 mètres, 800 mètres, 5000 mètres seront économes lorsqu'ils s'approchent de leurs intensités spécifiques de course. Ce papier est intéressant car il nous ramène à la notion de spécificité. On peut émettre l'hypothèse que les athlètes ont développé une efficience mécanique spécifique à leur intensité de compétition. Ils sont donc très économes et très performants à leurs intensités de compétition, mais ils le sont moins à basse intensité. C'est donc là on peut se questionner sur la mesure sous-maximale du coût de l'économie de course qui est assez éloignée finalement de la spécificité du demi-fond. Finalement, en troisième partie, je voulais simplement vous donner quelques chiffres que je trouvais également intéressants à partager. C'est sur les temps de maintien de VMA et de VO2 max.
Ça, c'est des études qui ont notamment été menées par Véronique Billat dans les années 2000 et sont vraiment pertinentes car on voit qu'on peut vraiment détacher ces deux mesures. VMA, traditionnellement, on dit qu'on peut le tenir en moyenne 6 minutes, mais on voit que son temps de maintien peut énormément varier d'un individu à l'autre. C'est très reproductible pour un même individu dans le temps, mais d'un individu à l'autre, pour des mêmes VMA, on pourra avoir des temps de maintien qui diffèrent énormément. On parle de 25 à 30% de variabilité du temps de maintien pour une même VMA. Donc au final, on pourra très bien se retrouver avec un temps de maintien de 4 minutes comme 8 minutes. On parle pour des élites, pour des coureurs très entraînés qui ont un profil un peu plus endurance, c'est-à-dire plutôt des spécialistes du 10 000 m, 5 000 m, qui auront un temps de maintien de VMA autour de 8 minutes. Ça, c'est pour les athlètes les plus entraînés. Maintenant, VMA, on parle donc d'une vitesse qu'on va essayer de maintenir dans le temps, mais lorsqu'on parle de VO2 max, c'est-à-dire cette consommation d'oxygène, eh bien, Véronique Billat nous a notamment montré qu'on pouvait la maintenir beaucoup plus longtemps dans le temps que cette vitesse maximale aérobie. Elle a donc mené une étude où elle variait l'intensité quand les athlètes n'étaient plus capables de maintenir leur vitesse maximale aérobie, elle redescendait la vitesse et elle a montré qu'on pouvait tenir cette VO2 max, maintenir cette VO2 max, cette consommation maximale d'oxygène près de 15 à 20 minutes en continu. Ce qui est très intéressant et qui nous rapporte à l'idée d'intervalle training dans les entraînements, le fait de faire du fractionné pour pouvoir maintenir son VO2 max plus longtemps que si on avait une vitesse constante. Et bien là, on en a vraiment la preuve dans le sens où si on vient faire des intervalles pour varier notre allure, on aura des micro-récupérations au niveau musculaire qui nous permettra de maintenir VO2 max assez longtemps, ce qui sera intéressant pour le développer. En conclusion, je voudrais apporter d'autres facteurs qui seront importants à prendre en compte dans la vitesse maximale aérobie. Si on parle de plus petite vitesse qui peut venir solliciter VO2 max lors d'un test incrémentiel en laboratoire, et bien sur le terrain, lorsqu'on fait un test, on va à son maximum. Et donc, il y aura quand même d'autres facteurs qui vont intervenir et qui seront importants à prendre en compte. Je pense à la résistance et à la motivation d'un athlète, sa résistance mentale à la souffrance sera un élément important à prendre en compte dans la détermination de VMA et potentiellement de VO2 max. Un deuxième paramètre sera les qualités neuromusculaires de l'athlète, sa capacité à être efficace dans sa foulée de course, à pouvoir recruter ses unités motrices dans le bon timing, bien poser sa foulée. Et le troisième point sera sa résistance à l'acidose musculaire. On sait qu'elle monte très rapidement, les ions H+, notamment, à ces intensités et qu'il y a beaucoup de perturbations au niveau périphérique. Il y aura évidemment un facteur de performance qui sera à prendre en compte là-dessus, sur des intensités autour de la VMA. Finalement, toute cette petite vidéo, c'était aussi pour vous montrer qu'on a tendance à trop se focaliser, je trouve, sur le VO2 max dans nos plans d'entraînement et qu'on veut tout le temps venir stimuler cette VO2 max, qu'on la trouve discriminante dans la performance. C'est vrai jusqu'à un certain niveau. Et bien, je pense que le fait de prendre en compte également le coût énergétique dans notre équation nous permettra d'aller chercher d'autres facteurs dans notre entraînement, d'aller chercher d'autres manières de s'entraîner et de ne pas tout le temps se focaliser sur le développement de VO2 max, ne pas tout le temps dans nos séances chercher à maintenir le plus longtemps possible VO2 max, car on voit que ce n'est pas forcément le paramètre le plus entraînable et qu'on a potentiellement des gains plus faciles à aller chercher en voulant développer son coût énergétique. Sur ce petit conseil, cette vidéo va s'achever, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à la partager avec des amis, à mettre un like et à t'abonner. Je te dis à très vite, d'ici là, entraîne-toi intelligemment.